Super. Et comment il va le Abdel? Il va bien celui-là. Et comment est toi, il va, le petit père à Dubaï, là, sous la chaleur? Écoute, ça va sous la chaleur, on subsiste. Reprise des streams correctement. Donc ça Ok. fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de te retrouver également. Aujourd'hui au programme, on va parler Bitcoin, évidemment Ethereum, évidemment Starknet. Mais je pense qu'on va commencer par parler de Bitcoin justement, puisque en off tu m'as dit qu'il y avait une espèce de drama, de fracture, qui fait pas nécessairement de bruit sur l'ECT. Ça reste un Ouais. sujet assez niche, alors que c'est un sujet qu'on peut quand même qualifier d'important puisque c'est Bitcoin. Donc, est-ce que tu Mhm. peux nous présenter un petit peu de quoi il s'agit? De ce que je comprends, c'est un changement de politique fondamentalement dans le client principal de Bitcoin, à savoir Bitcoin Core, qui met pas tout le monde d'accord. Il n'y a pas de Ouais, consensus sur le sujet. exactement. Et comme tu as dit, la première chose qui est étonnante, intrigante, c'est que ça fait pas du tout de bruit, ni dans le CT, mainstream CT, mais aussi mainstream Bitcoin, donc la presse, Bitcoin, etc. Il y a vraiment très peu de personnes qui en parlent. Donc, très, très niche, sujet très niche, mais qui divise beaucoup la communauté Bitcoin en ce moment. Donc, comme tu l'as dit, le contentieux, le drama a commencé avec des histoires autour de la nature des transactions sur Bitcoin et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, y compris leur taille, etc. Donc c'était à la base un changement technique, mais qui a abouti à une discussion un peu plus profonde sur la nature même de Bitcoin, sachant qu'il y a des personnes qui considèrent que Bitcoin doit se concentrer uniquement sur l'usage monétaire, donc Bitcoin en Ouais. tant que monnaie et donc moyen d'échange de valeur. Et donc, Et pas de c'est support de stockage. et Voilà. donc pas de support de stockage, voilà. Et il y a l'autre camp qui, pas nécessairement qui veut que Bitcoin soit une base de données open à tout le monde, etc. Mais il y a des raisons qui laissent supposer qu'il est plus pertinent d'être pragmatique sur une façon particulière d'envoyer de la donnée, qui est la moins, celle qui pénalise le moins la blockchain, surtout sur du long terme. En gros, il y a deux façons de spammer Bitcoin aujourd'hui, pour faire très simple. Il y a une façon qui va avoir un impact long terme pour tout le monde, qui va faire grossir ce qu'on appelle le set du TXO. Donc, vous savez, bon, peut-être pas, parce que là, ton audience est majoritairement CT, donc ils sont probablement accoutumés qu'au modèle d'account, Account et pas base. au. Ouais, voilà, account base et pas UTXO. Mais voilà, sur Bitcoin, c'est des UTXO, donc c'est des morceaux de Bitcoin que vous contrôlez. C'est des UTXO, c'est une somme de Bitcoin que vous contrôlez. Et vous pouvez voir ça comme des pièces ou des billets, littéralement. Hein, c'est la même chose. Vous devez payer quelqu'un, vous payez avec des morceaux de cet argent. Donc, c'est un peu pareil sur Bitcoin. Et donc, il est très important que ce set du TXO ne grossisse pas trop, etc., parce que c'est ce qui a besoin d'être dans la mémoire vive du nœud pour être OK. manipulé, etc. Donc, en fait, ça a un D'accord. impact long terme très fort. Donc, c'est important de ne pas bloat l'UTXO7. Ce qu'on appelle bloat, c'est le Alors, surcharger. quelle est cette fameuse... Parce que tu dis il y a deux façons, mais du coup, la première façon de spam sur le TXO, c'est quoi? Par Alors, quel biais? celle qui n'impacte pas l'UTXO, c'est la façon historique de faire, c'est ce qu'on a via le hop return. Mais ça, c'est la façon qui n'impacte pas l'UTXO. Le hop return, c'est juste un opcode dans Bitcoin. Et à la suite de D'accord, ça, ok. vous pouvez mettre des petits morceaux de données. Voilà. Historiquement, c'est les premiers trucs qui avaient été utilisés pour mettre de la donnée. Cette façon-là n'impacte pas l'UTXO. Donc, c'est la façon la moins néfaste au réseau. Polluante. Ouais, la moins polluante, exactement, c'est le bon terme. La deuxième façon qui est venue avec la vague d'ordinals, inscriptions, etc., avec Taproot, c'est une façon non seulement ouais, exactement, ordinals, inscription et compagnie, tout à fait. C'est une façon qui non seulement elle pollue, mais en plus ça coûte moins cher. C'est ça le pire. Donc les gens de Core, donc les Core Dev qui travaillent sur Bitcoin Core, l'implémentation d'Azure, ils se sont dit, bah les gars, autant pas qu'on favorise, mais que voilà, de manière pragmatique, il vaut mieux que les gens spamment entre guillemets avec la façon la moins néfaste. Ok. Voilà. Je vais la réexpliquer de Ouais, façon vas-y. simple. En gros, quand vous faites une transaction Bitcoin, vous allez donc déplacer des Bitcoins d'une adresse émettrice à une ou plusieurs adresses de réception. Donc, par exemple, si vous dépensez un Bitcoin, mais que vous l'envoyez par exemple sur plusieurs adresses, et ben on va dire que tu as 0,4 Bitcoin d'un côté, 0,6 de l'autre, c'est ces fameux morceaux, ces fameux UTXO. Et quand vous commencez à faire de la shitcoinerie, eh bien, ça crée plein de morceaux partout, et en fait, ces morceaux, il faut les garder en mémoire dans les nœuds. Donc, si vous voulez, historiquement, au tout début de Bitcoin, vous pouviez utiliser ce qu'il disait l'OP return, c'est des données arbitraires pour vous faire une espèce d'explication semblable à ce que vous avez dans le système bancaire. Vous savez, quand vous envoyez des fonds à quelqu'un, vous pouvez laisser une remarque.
Par exemple, paiement salaire, remboursement, machin. C'est une donnée qui est arbitraire, c'est une donnée qui est finalement pas financière, mais qui transacte en même temps que la transaction. Très bonne Sur analogie. Bitcoin, il y avait la même chose avec un espace plus ou moins gros. Donc, on pouvait mettre, par exemple, un URL d'un site web, on peut mettre une chaîne de caractères, peu importe. Ensuite, cet opérateur, il a été fixé à 80 octets, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, en gros, 80 caractères. Ça peut être 80 chiffres, 80 lettres, 80 chiffres à lettres, peu importe. Et donc, ça a fait que, au final, tu pouvais pas mettre des grands messages. Donc, tu pouvais pas polluer la blockchain d'opérateurs longs. Et avec les innovations qui sont arrivées au fur et à mesure de Bitcoin, on a pu trouver un moyen de passer outre cette limite au travers justement de Taproot, des ordinals, etc. Et c'est pour ça que quand on a eu toute la tendance NFT de 2021, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les gens, donc, ils ont vu les NFT sur Solana et sur Ethereum, ils se sont dit, on veut des NFT sur Bitcoin, sauf que Bitcoin ne le permettait pas, donc ils ont bricolé pour le faire, d'où la naissance des ordinals, des runes, etc. Et donc Exactement. aujourd'hui, il y a un marché, il y a un marché des données arbitraires, on va dire, qui se fait. Et si vous voulez, c'est fait pas au travers de ces fameuses OP return, mais au travers de Taproot. Donc, les développeurs Bitcoin Core, donc là, pour vous expliquer, si vous voulez, quand vous êtes un mineur de Bitcoin ou quand vous êtes un nœud complet de Bitcoin, vous devez faire tourner un logiciel sur un ordinateur ou sur un téléphone ou peu importe. En général, le logiciel, c'est Bitcoin Core parce que, contrairement à Ethereum et Solana, quasiment tout le monde, historiquement, était sur Bitcoin Core. Et donc, les gars de Bitcoin Core ont dit, bon, à la prochaine grosse mise à jour de Bitcoin Core, qui sera la version 30.0, on va changer la règle qui limitait à 80 caractères l'OP return pour la rendre 1000 fois plus grosse, c'est ça? On passerait à quelque chose comme 80 000? Ouais, voilà, même plus. Donc, du coup, ça fait que, au lieu d'utiliser les ordinals, Taproot, enfin, de bricoler pour pouvoir mettre des données arbitraires, là, vous allez pouvoir faire directement au travers des OP return. Et du coup, ça fait que y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils sont en mode Bitcoin, ça sert à faire de la monnaie, ça sert à faire transvaser des fonds et ça ne sert pas à ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui disent si on commence à polluer Bitcoin, c'est pas bon. Ensuite, il y en a qui vont plus loin dans la réflexion et se disent si on peut mettre des grosses quantités de données, ça se trouve, on aura du porno infantile, de la pédopornographie, très mauvais pour l'image de Bitcoin. D'autres qui disent peut-être qu'on pourrait injecter un virus compacté dans un petit lot de données qui s'exécuterait sur les clients. Donc, risque de piratage, risque de pédopornographie. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une initiative communautaire qui est poussée par Luc, c'est quoi son nom exactement? Luc Dash Junior. Luc Dash Junior, qui a dit écoutez, moi je suis pas d'accord avec cette prochaine mise à jour OP return qui multiplierait par 1000 les données arbitraires possibles. Donc je fork l'ancien client Bitcoin Core et je n'applique pas cette règle. Et du coup, on se retrouve au début avec un truc très très niche et au fur et à mesure, ça devient plus que niche puisque visiblement, on a 19% des mineurs actuellement qui... Alors, je ne sais pas si c'est 19% de la puissance de calcul ou 19% de Pas la... des mineurs, des full nodes, des nœuds. Des nœuds. Ouais, ok, 19% des nœuds complets, merci de la précision, qui, justement, qui utilisent ce fork de Bitcoin Core qui s'appelle Bitcoin Knot. Et ça crée de nouveaux débats. Parce que d'un côté, c'est bien, ça veut dire si vous n'êtes pas d'accord, on va sur un autre client. Donc, diversification des clients, diversification des opinions, ça permet de potentiellement solidifier la décentralisation, offrir des nouvelles opportunités d'innovation, etc., un peu comme ce qui se passe sur Ethereum. Par contre, il y a un autre problème, c'est que Bitcoin Core, c'est une équipe avec des gens qui sont très brillants, qui savent ce qu'ils font, aussi bien en matière de sécurité que de responsabilité, etc. L'initiative Bitcoin Knot, par contre, c'est beaucoup plus petite size. Donc, donner autant de pouvoir dans les mains d'une équipe beaucoup plus amateur, ça peut créer des nouvelles problématiques. Donc, voilà où on en est au niveau du drama actuellement. Ouais, exactement. Tu as bien résumé la situation. Donc, c'est ça qui a créé la scission dans la communauté. Et maintenant, tu as vraiment deux camps qui s'opposent très fermement avec chacun des champions, dont des noms probablement que vous connaissez. Donc, Luc, Dash Junior, on a Peter Todd de l'autre côté avec Adam Back aussi qui est rentré dans le fight récemment.
Et ça va assez loin dans les accusations, les théories du complot. Il y a des accusations notamment sur les entreprises qui financent le développement open source de Bitcoin Core, Hmm. et des gens qui voient ça d'un mauvais œil. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans l'écosystème Bitcoin, qui est très différent. Le côté tabou du financement du développement, alors que c'est quelque chose de fondamental. On a littéralement besoin de financement pour des développeurs, etc. On ne peut pas se dire, oui, bon, bah, ça va compter. On peut compter uniquement sur le fait qu'il y aura des bénévoles qui vont dans leur chambre maintenir Bitcoin, un logiciel qui gère 2 trillions de dollars de valeur. Alors oui, bien sûr, Luke Dash Junior est très loin d'être un amateur. Hein. C'est pas du tout un amateur, c'est pas ce que Capet voulait dire. Mais tout seul, c'est compliqué. Même t'as beau être le plus brillant du monde. Et aussi, bon, il y a aussi un petit peu une discussion autour de sa personnalité, on va dire, pour le dire Ouais. de manière simple. Il est excentrique, il est extrême sur beaucoup de Il, a, il, sujets. est, il est foufou. Il est foufou, Ouais. voilà, pour le dire Ouais. simplement, il est foufou. Donc voilà, il y a le côté stabilité, etc. Donc voilà, donc chaque camp a ses champions, il y a des accusations de tous les côtés, etc. Il y a un petit peu le côté, là on est au moment où il y a l'adoption de notes qui monte, et tu as un petit peu les deux camps qui essayent de se provoquer l'un l'autre. Dire, ah bah vas-y, fork toi. Non, non, vas-y, toi, fork et tout, tu vois. Hmm, Il y a hmm. eu, là, il y a eu récemment des discussions où tu sens les deux côtés qui commence à provoquer l'autre camp en disant vas-y, si tu es confiant de ton approche, vas-y fork et laisse le marché décider. Tu vois. On en est quand même là, tu Hmm. vois, ce qui est intéressant. Est-ce que c'est la block size war 2.0? On verra, mais voilà, tu vois, c'est quelque Alors chose qui est assez. qu'on comprenne bien, fork, ça voudrait dire qu'il y aurait une scission de la chaîne Bitcoin et il y aurait un Bitcoin Core et un Bitcoin Knot. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Il pourrait D'accord. avoir des noms différents, je ne sais pas comment les gens voudraient les appeler, mais oui, ça serait l'idée. Une version de Hmm. logiciel qui tourne. Là, pour l'instant, les changements ne se font pas sur des règles de consensus. Tout à l'heure, tu as Hmm. dit quelque chose, tu as dit on ne peut pas. Techniquement, on peut. En fait, c'est des transactions qui sont valides. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la policy du même pool et les règles de consensus. En fait, il y a deux D'accord. choses. Il y a la blockchain et les blocs et les transactions qu'on peut mettre dedans qui a ses règles. Ça, c'est les règles les plus importantes. C'est ça qui définit ce qu'est Bitcoin. Ensuite, il y a un autre jeu de règles qui est propre à chacun. Chaque personne qui fait tourner son nœud, elle peut décider les règles de son même pool. Le même pool, c'est sa représentation propre de ce que les transactions Bitcoin. Et là-dedans, on a le droit de mettre ce qu'on veut. C'est vrai que techniquement, tu veux un monde dans lequel chaque nœud, ils disent, bah, moi, je considère que cette transaction, j'en veux pas, etc. Ça, c'est un jeu de règles qui est différent. Mais même dans l'absolu où tu aurais 90% de gens qui rendraient notes et qui filtreraient ces transactions-là, tu aurais toujours quand même moyen de passer ces transactions-là dans la blockchain et les notes les accepteraient, à moins qu'ils changent les règles de consensus. Et c'est là où il y aurait un fork. Ouais. Ouais, et là, ce serait violent. Parce que pour vous mettre en situation, alors, question de chat, je sais pas depuis combien de temps vous êtes dans les cryptos, depuis quelle année et surtout à quel point vous maîtrisez bien le sujet. N'hésitez pas à le dire, je vais afficher vos messages à l'écran. Mais en tout cas, historiquement, j'ai connu la Block War de 2017 avec justement le fork Bitcoin et Bitcoin Cash. Et en fait, c'est un vrai bordel, particulièrement pour les gens qui n'ont jamais vécu ce genre de choses, pour la raison que, en fait, tu aurais de Bitcoin. Donc, ça veut dire que tu pourrais vendre et acheter l'un comme l'autre. Donc, sur les exchanges, tu aurais deux types de Bitcoin. Sur les wallets, ce serait le bordel. Et en fait, ça fragilise les deux, le temps que ça se tasse. À l'époque, quand il y avait eu Bitcoin Core et, enfin, bon, on peut l'appeler Bitcoin Core, Bitcoin classique, Bitcoin original et Bitcoin Cash, tu avais la puissance de calcul qui jonglait des deux côtés. Les gens ne savaient pas s'il fallait se placer sur l'un, se placer Voilà. sur Il ne l'autre. faut pas se Donc, tromper, c'est dangereux. Ouais, exactement. ouais. Et du coup, ça crée un bordel pas possible qui peut impacter le prix. Et en plus, la presse s'en empare pour foutre un petit peu plus la merde. Donc, c'est pas quelque chose de souhaitable, clairement. Exactement. Donc ça peut créer une instabilité marché, etc. Et il y a quelqu'un qui a parlé de BlackRock un peu en rigolant, mais c'est vrai que c'est une force qui est intéressante à surveiller. Quel va être le positionnement de ces grosses entités si elles voient que le débat s'envenime et qu'elles vont devoir commencer à se positionner, essayer de faire du lobbying? Ma thèse, mon intuition, c'est que ces entités-là, elles ont plus tendance à favoriser le statu quo et aucun changement. Ouais, Euh, évidemment. ouais. Chaque changement est risqué pour eux, donc c'est ça qui me fait un peu peur. Donc à voir comment les BlackRock, comment les trésoreries compagnies, MicroStrategy et toutes ces boîtes-là, comment elles se positionneraient, mais on a tendance à penser qu'elles se positionnaient du côté de statu quo. Voilà, donc à voir comment vont se positionner ces forces-là et Bah, si le c'est débat va surtout aller jusqu'à. que si on commence à avoir des stablecoins au travers, par exemple, de RGB, de ce genre de choses, bah, si tu commences à forquer Bitcoin, ça veut dire que tu forques aussi tous les actifs sous-jacents et donc tu les as en double.
Imaginez, on imprime 1 milliard de dollars de stablecoin sur Bitcoin au travers de RGB. Ensuite, il y a un fork. Bah, ça veut dire qu'on transforme 1 milliard de dollars en 2 fois 1 milliard de dollars. Et qu'est-ce qui décide lequel est le vrai? Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient vraiment un bordel pas possible. Et ça, c'est pas envisageable. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça, c'est aussi un des faiblesses potentielles d'Ethereum. Tu as dit, le cas des stablecoins est un très bon exemple. Parce que, admettons, tu forks, etc. Bah, qui va avoir le pouvoir? Les gens vont probablement suivre ce que Circle, ce que Tether reconnaît comme le truc officiel. Et donc, ils ont un Mm. immense pouvoir. La DeFi tout entière repose sur le choix de ces acteurs-là. Donc, Ouais. c'est un pouvoir qui est très dangereux Mm. qu'ils ont entre leurs mains. Et pour vous mettre en situation, comment ça se passerait? Imaginons qu'il y a un fork. Et ben, si jamais vous avez des fonds directement sur un wallet Bitcoin, comme Xverse, Electrum, ce genre de choses, en fait, votre clé privée va vous permettre d'avoir les Bitcoins des deux côtés. Si vous avez les fonds sur un exchange, et ben, ça va être l'exchange qui va soit garder les fonds pour lui, soit qui va vous créer, vous créditer les Bitcoins Core et Bitcoin Knot sur votre compte. Donc ça, c'est vraiment un bordel pas possible, c'est pas souhaitable. Et je pense qu'il y en a qui pourraient en profiter pour essayer de créer des dips, de créer une baisse de prix sur le BTC. Ouais, c'est clair, tu peux avoir des tentatives de manipulation du marché dans un scénario comme ça. Et du coup, bah, nous, c'est un sujet qu'on suit particulièrement parce que le côté de Bitcoin, des données, etc., les données, c'est des choses dont les L2 ont besoin. Donc, nous, on pense qu'améliorer Bitcoin en tant que settlement layer, donc c'est-à-dire la capacité d'avoir des layer 2 pour le scale et tout, est intéressant, pas seulement pour rajouter des nouveaux use cases, etc., mais juste pour l'améliorer en tant que P2P cash, c'est-à-dire une monnaie. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'on s'oriente un peu trop, à mon goût, sur le côté de Bitcoin juste en store of value. Donc voilà, il y a trois fonctions de la monnaie. Il y a le store de value, réserve de valeur, medium of exchange, donc pouvoir échanger de la valeur, Et etc. l'unité de compte. Et l'unité de compte, tout à fait, exactement. Et là, bah voilà, avec cette nouvelle tendance, le fait qu'on est proche d'un ATH, etc., les gens se focusent un peu trop, à mon goût, sur le côté réserve de valeur et diminuent un peu trop l'importance de la partie medium of exchange, donc P2P cash, quoi, Bah qui oui, est. Et du clairement. coup, Mais ça fait bah, longtemps, ouais, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. en Il y a réalité. Jack Dorsey qui a dit plusieurs fois cette année que si Bitcoin est uniquement une réserve de valeur, il a échoué. Il a Je pense que échoué oui, honnêtement. complètement. Ouais, je pense que oui. En digital gold, c'est cool, mais il est aussi puissant, et c'est une bonne réserve de valeur aussi parce que c'est une monnaie qui est incensurable, tu vois. Les deux, tu peux pas forcément vraiment les dissocier, selon moi. Mais ouais. Et donc, nous, Mm. c'est un sujet qu'on suit particulièrement. Bah en fait, le sujet, pour faire une petite parenthèse politique, pour ceux qui nous écoutent, c'est que pendant des centaines d'années, avant que les gouvernements arrivent à imposer leur monnaie coûte que coûte, bah, les gens utilisaient par exemple l'or et l'argent pour payer. Tu avais par exemple ce qu'on appelait le bimétallisme, c'est-à-dire des monnaies qui reposaient soit sur l'or, soit sur l'argent. Donc le principe est simple. Si je vous donne une pièce d'or, donc à l'intérieur de cette pièce, vous avez de l'or, une certaine quantité d'or, je vous dis une bêtise par exemple, disons 3 grammes d'or, eh ben, on peut considérer que la valeur affichée sur la pièce correspond à ces 3 grammes d'or. Et c'est ça qui définissait le prix. Sauf que ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est que la valeur faciale, elle s'est complètement décorrélée de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui se sont mis à tricher en rognant les pièces, en mettant des métaux qui valent que dalle à l'intérieur pour encore une fois tricher. Et le coup de grâce, ça a été la fin des accords Bretton Woods, 81, si je ne dis pas de bêtises, où bah, tout simplement la conversion entre le 71. dollar et l'or, 71, pardon, la conversion entre le dollar et l'or a été rompue, soi-disant momentanément, sauf qu'au final, ça s'est fait pour toujours. Donc, ça a créé un vrai décalage entre l'encre qui était l'or, donc qui avait une certaine rareté, et la monnaie en face qui est imprimée. Et ça a donné en fait un levier de pouvoir aux États-Unis qui est absolument exceptionnel. Et donc aujourd'hui, on reproduit ce qui s'est passé avec l'or pour Bitcoin, Exactement. c'est-à-dire que on ne tue pas Bitcoin, mais on le salit d'une certaine Ouais. façon. On le fait passer pour autre chose que de la monnaie pour que ça soit un joujou spéculatif qu'on garde en trésorerie comme des lingots d'or, tout simplement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est impeccable parce que c'est une bonne transition. J'invite fortement à tout le monde qui nous écoute à lire de Bitcoin Standard qui explique de manière magistrale exactement ce que vient de dire Capet, avec des exemples historiques aussi incroyables sur l'impact de ne pas avoir une hard money dans une société qui peut même entraîner, qui ont littéralement eu des impacts durant la Seconde Guerre mondiale notamment,
avec la Suisse qui est le seul qui a continué à garder les talons or et tout. C'est très, très, très intéressant. Et je pense que beaucoup de gens dans la crypto passent à côté de tout ça, des raisons qui ont abouti à la création de Bitcoin, de pourquoi il est si important. Lisez ça, l'aspect historique, l'aspect politique. On a des exemples de l'importance d'avoir une hard money et les impacts d'abandonner une hard money. Sur l'Empire romain, par exemple, qui au début, ils avaient des pièces en or et petit à petit, pour financer les guerres, ils les diluaient progressivement. Donc, c'est l'équivalent de monnaie printer, l'impression monétaire, la planche à billets. Et les impacts de ça sur l'empire colonial romain et tout. Enfin bref, le livre l'explique bien mieux que moi, mais c'est super intéressant. Le livre de Saifeddin, incroyable. Bitcoin Standard, je l'avais lu il y a plusieurs années, mais à l'époque, je n'étais pas encore assez mature, je n'étais pas encore assez avancé dans mon T'avais pas Bitcoin la vision. maximalisme. Exactement. Là, je l'ai relu là, il y a quelques mois et je me suis dit, oh putain, mais quelle dinguerie. À cause de la distraction technique. Et c'est ça aussi qu'un syndrome qui est intéressant dans l'Ethereum principalement, mais aussi sur des blockchains qui sont sérieuses techniquement de manière engineering. Je mets dedans Solana et compagnie, mais qui sont disqualifiés pour d'autres raisons. Et là, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais oui, en fait, il faut revenir au fondamental de pourquoi on fait tout ça. C'est tellement important. Et après, et c'est pour ça que, tiens, ça, le fix the money, fix the world, ça paraît un truc naïf et tout, mais quand tu comprends les impacts profonds de ce que c'est la harmonie et surtout les impacts de ne pas l'avoir, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas une connerie de dire que fix the money, fix the world. Mais bon, voilà, je vous invite à lire de Bitcoin Standard, c'est vraiment une pépite par rapport à ça. Et la deuxième chose, il y a quelqu'un qui tout à l'heure qui disait, tu as peur d'utiliser le BTC pour acheter ta baguette. Exactement. Ça s'appelle la loi de Gresham. C'est une loi qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne, qui est le fait que tu n'as aucune incentive à utiliser la stronger form of money, la monnaie la plus dure à produire. Donc, dans ce cas-là, Bitcoin par rapport à l'euro. En effet, tu as plus tendance à te débarrasser de la monnaie la plus faible. Et c'est ça un peu le problème aussi qui fait que les gens ont peur de dépenser leur Bitcoin parce qu'ils se disent, Bitcoin prend de la valeur. Donc, c'est pour ça maintenant, tu as des modèles hybrides où les gens te disent, OK, en fait, tu vas plutôt emprunter contre ton Bitcoin. Comme ça, tu peux rester exposé à l'upside de Bitcoin. Mais voilà, ça s'appelle la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question de ce point de vue-là. Mais donc, existe-t-il des autres candidats à la hard money? En fait, tous les altcoins sont des pseudo-candidats, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'innovation fondamentale ou philosophique qui arrive à prendre le lead sur Bitcoin. C'est-à-dire que oui, ça peut être plus rapide, oui, ça peut être moins cher, oui, tu as des nouveaux consensus, etc. Mais rien de fondamentalement nouveau qui enterre Bitcoin. Parce que Bitcoin est arrivé avec une proposition de valeur. Et même si c'est lent, même s'il y a de l'ossification, ça reste quand même le réseau le plus décentralisé, où il y a le moins de risques d'une certaine façon. En plus, il n'y a pas de culte de la personnalité puisque Satoshi a disparu. Donc, pour le coup, on va dire que c'est un sans faute tant qu'on n'a pas mieux à proposer. Exactement. L'une des caractéristiques majeures de la propriété de hard money, c'est qui peut imprimer de la monnaie. Et à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Bitcoin, c'est beaucoup plus dur. Il faut juste penser quels sont tes vecteurs d'attaque pour être capable de créer de la monnaie. Qu'est-ce qui va être le plus facile entre créer de la monnaie, accumuler toute la puissance de calcul nécessaire, ou tenter de corrompre de quelque manière que ce soit de manière économique avec le proof of stake, ou soit via une corruption d'un petit groupe de cordaires sur Ethereum pour créer de l'inflation monétaire, je pense que la réponse, elle est tranchée. Et je pense qu'il n'y a aucune blockchain qui rivalise avec Bitcoin sur le côté difficulté de produire des nouvelles unités. Ouais, de toute façon, c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose. C'est pas la même chose, mais... exactement. Ouais. Et je pense que c'est une erreur que fait la communauté Ethereum, certains Ethereum Maxi qui tentent toujours de les comparer et de non seulement dire que Bitcoin que Ethereum est une meilleure forme de monnaie, mais c'est aussi l'Internet of Finance, etc. Enfin, non, c'est pas possible. En fait, pour moi, la seule chance d'Ethereum, c'est d'abandonner le côté monnaie, d'accepter que c'est pas une monnaie, et de dire, mais ça a du sens pour d'autres choses. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de les comparer et les mettre en compétition. Pour moi, ils ne le sont pas. Moi, j'ai encore une autre lecture, c'est que pour moi, c'est deux versions de la monnaie qui sont totalement différentes et que simplement, Bitcoin se rapproche un peu plus du côté tangible de l'or. Oui, notamment grâce au proof of work, c'est vrai qu'il a un voilà, si presque, il a un ancrage dans le monde, il a un ancrage dans le monde réel quand même. Ouais, par rapport au proof of work, clairement. Ouais. Le problème d'Ethereum, ça a été les multiples changements de politique monétaire, le fait que ça évolue constamment.
On reste sur un ordinateur décentralisé, hein, bien entendu, hein, mais c'est une grosse machine à gaz qui est absolument pas compréhensible de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est de savoir que je peux expliquer Bitcoin à des gens qui sont pas de la crypto, ils vont le comprendre, mais je peux pas leur expliquer Ethereum. Enfin, Mec, j'essaie, mais ça passe pas. Mec, tu C'est- résumes, et merci de l'articuler comme ça, parce qu'en fait, j'arrive pas à l'articuler simplement, donc maintenant, je vais l'utiliser de la même façon que toi. Si tu résumes ma thèse de pourquoi j'ai de plus en plus peur pour Ethereum. En gros, ma thèse de plus en plus, c'est la suivante. Attends, j'ai un slide qui explique. C'est que à la fin de la journée, ça sonne très mal en français. Je sais pas comment Non, mais dire. vas-y, t'inquiète, Ouais. t'inquiète, envoie. En fait, quand je compare Bitcoin et Ethereum, je me dis l'un a un risque d'un point de vue technique et l'autre il a un risque sur le social layer. Et le risque sur le social layer, donc les gens, tu l'as bien formulé, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop dur à expliquer ce qui se passe, etc., pour que les gens s'impliquent et dans la gouvernance du protocole Ethereum, prennent conscience de pourquoi on fait tout ça, etc. Et donc, au cours du temps, tu as une dilution des principes de base, de l'ethos, etc., qui est très dangereuse. Alors que je pense que, en gros, ma thèse, c'est la suivante, c'est que tu peux toujours fixer une tech qui est cassée, mais un layer social qui est cassé, tu ne peux pas le réparer, en gros. Hmm. Voilà, j'ai un slide, Je désolé, vois ce que je tu veux dire. m'explique. Je peux Ah, mais je partager vois ce mon que tu veux écran? dire. Ouais, bien sûr, vas-y. Ok, voilà. En gros, Euh, ouais, vas-y. je l'affiche. Moi, j'ai encore une lecture différente, mais je vais te laisser expliquer ce que tu voulais montrer Ouais, en avec tes gros, slides. j'ai essayé de raisonner pendant un moment sur le futur des Bitcoin Ethereum et les risques. En gros, je vois d'un côté les challenges pour Ethereum, c'est on accélère les upgrades, il y a des dramas politiques, notamment on avait parlé un peu avec Fede, etc. La peur de Solana, réaction au marché, etc. Donc le risque, il est au niveau du social layer, donc les gens au sens là, ça va être les devs, les investisseurs, les utilisateurs, etc. Le social layer, il est sous stress aujourd'hui. Et la question pour le futur, c'est est-ce qu'il va réussir à rester décentralisé et ne pas perdre sa valeur de proposition. Alors que le risque sur Bitcoin, c'est de devenir obsolète d'un point de vue technique. Ne pas fixer le security budget, ne pas fixer la résistance quantique, avancer trop lentement et qu'il y a un risque de capture par rapport à une tech qui sera obsolète. Et est-ce qu'il va s'adapter à temps? Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui Tu est veux le plus dire dur à quoi faire? par security budget, pardon? Ah, pardon, security budget, c'est les fees. Avec les halving, au bout d'un moment, si on compte que sur Hmm. les block rewards, c'est baisé. Satoshi l'avait dit dès le début, l'activité du réseau doit compenser. Et en gros, il y a le security budget qui est fixé sur Ethereum avec les rollups qui payent le security budget au L1. Et sur Bitcoin, il y a un problème parce que Hmm. quand tu n'as plus de block Hmm. reward, qu'est-ce qui va payer la sécurité du réseau? Pourquoi les gens vont continuer à miner? Il faut que les fees Bah, compensent. du, du coup, tant qu'on y est, fixe une deadline. À partir de quand, pour toi, ça va commencer à être vraiment le bordel sur Bitcoin, dans C'est l'état une bonne actuel des question. choses? C'est une très bonne question. Le problème, c'est que pour l'instant, on est entre guillemets sauvé avec le number go up. Parce qu'en fait, si le prix du Bitcoin continue à doubler tous les 4 ans, bah c'est fine en fait. C'est ça le problème, malheureusement. Parce qu'en fait, le prix va compenser. Du coup, le block reward, il sera 2 fois moins grand. Mais si le prix est 2 fois plus grand, bah ça compense. Donc c'est très difficile à estimer. Ça dépend beaucoup du marché. Mais je pense que le prochain halving, on est fine. Mais celui d'après, c'est chaud. Si on n'a pas fait en sorte que Bitcoin scale et qu'il puisse absorber beaucoup de transactions en mode self-custody et que les Layer 2 payent le budget de sécurité, ça va être chaud. Donc, bon, ça donne une Hmm. fenêtre de 8 ans. 8 ans, en gros. Une fenêtre Ouais, de 8 ans. 4 à 8 ans, Et, ouais. voilà. Et ma conclusion, j'ai essayé de réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus dur à fixer? Eh ben, je pense que tu peux toujours fixer une tech qui est cassée, mais tu ne peux pas fixer un layer social qui est broken parce qu'il va faire que de se diluer au cours du temps et tu as moins de gens qui vont le protéger. Et en fait, on Hmm. le voit. Regarde le retail, là, quand il vient. Ben, en fait, pourquoi il dénigre Ethereum? Parce qu'il ne comprend pas. Impossible de comprendre la proposition d'Ethereum, impossible de comprendre tous les changements qui sont en discussion, etc. Donc, c'est ça, en gros, pour résumer un peu ma thèse et Ouais, pourquoi j'ai de plus en je vois plus ce que peur. tu veux dire. Moi, j'aurais une lecture différente. J'essaie de me mettre vraiment dans la peau d'un bon boomer. J'en dis un, hein, de toute Ouais. façon. Bitcoin, on l'a compris parce qu'en fait, quand on est arrivé dans les cryptos, bon, on comprenait pas tout, mais tu sais, on a compris rapidement le concept de blockchain, etc. Et on a vu des systèmes beaucoup plus complexes de Bitcoin, ce qui nous a aidé à comprendre Bitcoin, du coup. Pour moi, Ethereum, c'est une version beaucoup plus complexe de Bitcoin. Et puis, tout ce qui est arrivé après avec la preuve en jeu délégué, toutes les nouvelles blockchains, c'est encore plus complexe. Donc, en fait, c'est juste que à terme, on comprendra Ethereum parce que des blockchains privées ou publiques comme Tempo, Arc, machin, on va en voir des caisses et qu'en fait, on aura une génération où les gens comprendront
ce que c'est que la blockchain et ce que c'est que la tokenisation, que les actifs du monde réel, etc. C'est juste que ça met toujours énormément de temps. Donc, d'une certaine façon, oui, Ethereum est pour moi une version plus évoluée, mais elle est tellement évoluée qu'elle est pas facile à expliquer. Mais ça viendra. C'est juste qu'il faut être très, très, très patient. Moi, c'est ça mon explication. Et de toute façon, on le voit, hein, j'étais le premier à voir des Ethereum killers dans tous les sens. Au final, toutes les routes ramènent à l'EVM principalement ou à Ethereum. Donc, bon, je pense qu'Ethereum n'a pas trop d'inquiétude à avoir. C'est que simplement, il y aura toujours des choses qui vont essayer de le bousculer, mais il garde pour le moment cet espace de top 2. Et là, si on commence à avoir des préconfirmations, des block time plus courts, de la vraie tokenisation, et qu'on voit par exemple, je dis une bêtise, hein, mais un Ether à 10 000 dollars, les vestes vont se retourner, les reportages vont sortir, la presse va s'en emparer, les explications vont arriver. Ouais. Ton bot, il me respecte pas, il m'a encore ban. J'ai envoyé juste un lien sur la théorie du T'inquiète. dernier survivant, parce que voilà, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est en lien avec ça. Effectivement, il y a aussi le fait, la théorie du dernier survivant dans le mining de Bitcoin, ça dit qu'en fait, le marché du minage est extrêmement compétitif. Donc, en fait, s'il y a des mineurs qui se débranchent, ça va être ceux qui sont moins compétitifs. Mais après, tu as quand même des incentives, des raisons de continuer à miner si tu es compétitif. Donc, en fait, tu vois, ça se tient. C'est pour ça que ça s'appelle la théorie du dernier survivant. Ouais. Alors, je t'ai une ban normalement. Est-ce que je peux te donner un rôle? Je sais pas comment on donne un rôle. Bon, c'est pas grave. En plus, c'est pas grave, c'est 120 secondes. Mais Ouais. ah non, ou alors ah oui, non, 120 secondes. Ouais, ouais. Après, j'essaie de toujours les respecter, d'être poli, de leur dire s'il te plaît, parce qu'on sait jamais le jour où ils vont take over la planète. Tu vois, il faut préparer le terrain. Ouais, Comme pour ça, le vous dire, moment, je ouais, pense cet humain-là, il que était cool. Non, non, ouais, on a encore un peu de marge. je pense qu'on a énormément de marge parce que pour le moment, ils interpolent un peu toutes sortes de données, mais ils sont incapables de réfléchir. Et plus ça va, pire c'est en fait, hein. Je sais pas si tu as vu C'est un peu vrai qu'il y a un côté l'évolution de lobotomisation. ChatGPT, Ouais, ouais, t'as un petit côté, t'as l'impression qu'ils sont c'est de pire en lobotomisés. pire. Ouais. Franchement, il glow down, hein, ChatGPT. Il glow Ouais, down grave, ouais, hein. ouais, c'est vrai. Sur certains aspects, Enfin, je suis ils glow d'accord. down pour plusieurs raisons. Déjà parce que ils veulent dépenser de moins en moins d'énergie pour répondre à une requête. Ouais. Et qu'en plus de ça, il est bourré de règles woke dans tous les sens Oui, pour ouais, ouais, ça, c'est horrible. blesser absolument personne. Donc ça, Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est c'est horrible. absolument Bah, terrifiant. Grok, pareil, à chaque fois qu'il commençait à partir un peu trop en couille sur certains conflits, quand ils ont commencé à le lobotomiser, c'était assez marrant. Mais ouais, 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 c'est vrai. Du coup, pour Euh, Bitcoin, on a fait le tour un peu du drama. ouais, On va pouvoir aller un petit peu plus sur la partie Ethereum, et tu nous parleras bien sûr de Starknet et de BTCFi. Pour ce qui est d'Ethereum, est-ce que toi, personnellement, tu regardes beaucoup ce qui se passe en ce moment ou ça t'intéresse moins et pourquoi? c'est le moment où on est en mode honnête et on fait pas de blabla. Ok. Je ne suis pas hyper activement, pour être honnête. Bien sûr, je suis un peu de loin parce qu'on est quand même impacté sur les changements, mais je suis pas super actif sur les changements sur Ethereum, etc. Je monitore un peu ce qui se passe pour voir ceux qui peuvent nous impacter, etc. Euh, Globalement, l'upgrade Fusaka, je pense qu'il va passer plus ou moins inaperçu pour les users en vrai. Je pense que le marché ne va pas trop Oui, réagir à ça parce que c'est juste un truc qui scale plus. En fait, tu as l'impression que tu n'as rien de nouveau. C'est juste, ouais, on a Ethereum aujourd'hui, il peut faire X sur tel ou tel facteur. Bah là, il pourra faire 10X, mais mais on de n'est toute même façon, pas. parce qu'ils Ouais, ils savent toujours pas se marketer en fait. C'est ça le ouais. pire. Mais là, c'est une cata, hein. Ça s'est vachement amélioré par rapport à avant, mais ça Ouais. reste de la branlette intellectuelle technique avec que des EIP et même la doc. Tu vas sur la doc de Fusaka qui est sortie sur Ethereum, c'est illisible, gros. Ouais. Franchement, c'est illisible. Je me lève, je me dis tiens, je me pose dessus, je vais faire une explication à ma communauté et tout. Ouais, c'est easy. Non, je suis d'accord. Et pourtant, tu es quelqu'un qui est dans le domaine depuis des années et qui connaît grave bien, tu vois. Bah Donc, ouais, t'imagines. Pour les nouveaux arrivants, c'est impossible. Je suis d'accord avec toi. c'est un putain de Euh, cauchemar. Solana n'a pas ce problème. Ils expliquent mieux? Ouais, sur la Ah ouais. oui, mais rien à voir. Rien à voir. Solana n'a pas ce problème. Hyperliquid n'a pas ce problème. D'accord. Mais les autres, les Cosmos, les Polkadot, les Avalanche et tout, bon, Avalanche, ils font un petit effort quand même, mais ouais, Ouais. le reste, c'est miette de chez nous. J'ai rencontré d'une personne qui travaille à la Fondation Avalanche quand j'étais à Istanbul la semaine dernière. Très intéressant, j'ai bien aimé qu'il était très honnête sur la stratégie et le focus. Il essayait pas de le vendre pour ce que ce n'était pas. En gros, leur stratégie, c'est de vraiment targeter des grandes marques, etc., genre les FIFA et Mhm. compagnie, pour faire des Layer 1 qui sont Souverain, ouais.
Ouais, souverain, exactement. Bah, un peu ce qu'on voit C'est un avec les Stripe Cosmos et bis, compagnie. hein. Ouais, C'est un ouais. Et Cosmos bis, puis, mais plus institutionnalisé, en fait. ouais, exactement. C'était pas Nicolas Lemaître, c'était quelqu'un qui travaille dans la team de Nicolas Lemaître. Donc Nicolas Lemaître est le boss de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est un Turc, qui est turc, pardon, qui travaille dans sa team. Et j'ai bien aimé l'honnêteté. Je suis OK, bah, au moins c'est bon, vous ne prendrez pas ça comme une compétiteur d'Ethereum. Vous savez ce que c'est et c'est très fine. Moi, je préfère ça, Mm. vraiment. Et après, j'ai aucun Mm. problème. S'il y a des marques, etc., FIFA et compagnie qui veulent ce genre de trucs, bah, c'est bien. Tant mieux pour eux. Mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est une catégorie différente. Mais la perte de buzz sur Avalanche, elle est violente, par contre, hein. Je pensais pas, hein. Mais après, c'est qu'il y a Ouais. vraiment pas de place pour tout le monde, hein. Ouais, c'est vrai. Bah oui, en plus, le problème, c'est que tu vois une nouvelle vague des gens qui veulent ça. Bah, on l'a bien vu avec Paradigm et Stripe. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forqué, ils vont faire un Alt Layer 1, mais qui est même pas basé Ouais. sur une stack modulaire, tu vois. C'est encore pire Ben, on pour va eux. en parler, tiens. Ouais. Parlons-en, tiens. Donc, Stripe qui annonce Tempo, une blockchain. Alors, cette fois, c'est moi qui vais partager mon écran avec mes petites notes, 2 secondes. Comme ça, vous avez La tout. question, c'est bearish ou bullish, c'est ça? Non, mais on va faire une critique constructive. Qu'est-ce que ça implique pour Ethereum? Ok, Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va juger tout ça. d'accord. Ok. Donc, très simple. Déjà, je vais vous mettre une petite traduction en français. Comme ça, on a un truc propre. Voilà. On va zoomer tout ça. Ça, c'est bien d'être sur PC portable. C'est comment je peux faire une prod propre. Voilà. Donc, une blockchain Ouais, j'avoue, axée c'est sur cool. les paiements, incubée par Stripe et Paradigm. Donc, Stripe, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse boîte de paiement. Il y a énormément de business qui utilisent Stripe pour faire de la facturation, encaisser des paiements par carte, par virement, par monnaie alternative, faire des paiements transfrontaliers. C'est un géant du paiement. C'est un peu un nouveau PayPal, hein, d'une certaine façon. Voilà. Et Paradigm, donc, c'est un fonds d'investissement qui bosse aussi sur RustETH, qui est un client de consensus et d'exécution, ou juste d'exécution, je sais plus. Juste exécution sur Ethereum en Rust. Donc en fait, c'est un petit peu la touche Solana d'Ethereum pour pouvoir avoir des transactions parallélisées plus rapides, etc. Et donc, on a des gens de chez Paradigm qui font partie du projet Tempo. Donc, au final, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, bon, bah, partant d'une feuille blanche, ce qu'on a appris sur Ethereum, pour en faire une blockchain plus centralisée, plus performante. Voilà, pour répondre à des besoins d'entreprise, donc paiement transfrontalier, donc pour pouvoir envoyer des dollars à travers le monde, pouvoir convertir des dollars contre des euros contre des dollars à tout moment, avec des coûts très bas et une latence très basse. Pourquoi je parle de latence très basse? C'est important parce que nous, on est en Europe, même quand on envoie des fonds en Espagne, en Allemagne et tout, c'est hyper rapide. C'est le réseau SEPA, c'est le réseau bancaire européen. À partir du moment où vous commencez à faire des paiements internationaux, ça se complique. Tu vois, je suis rentré dans ce game-là en arrivant à Dubaï. Quand je veux recevoir des fonds depuis l'Europe, ça traîne la bite, hein. Ça traîne 24, 48 heures, des fois 5 jours Ouais. ouvrés, des fois 7 jours. C'est Mm. vraiment hardcore. En plus de te prendre des sales 30 ou 50 euros de frais de virements internationaux. Donc pour du micro-paiement, c'est mort. Et c'est extrêmement chiant. Donc du coup, comme on est on est dans un monde qui se mondialise, hein, où en fait tout le monde bosse avec tout le monde, avec des Pakistanais, des Indiens, des gens du Moyen-Orient, des Européens, des Américains, etc. Tu peux avoir des employés du monde entier. En fait, clairement, le système bancaire va se faire dézinguer par tout ce qui va être paiement on-chain. Et ça, Visa, Mastercard l'ont très bien compris. Donc, ils sont déjà en train de faire la rotation. Parce que si vous voulez, il faut bien, quand on fait ces grandes théories du complot sur le système bancaire, il faut bien différencier qui fait quoi. On a la banque centrale d'un côté, comme la banque centrale européenne ou autre, qui émet la monnaie. Et après, derrière, on va avoir les banques commerciales, les caisses d'épargne, BNP Paribas, machin. Elles s'en battent les couilles, en fait, que ce soit de la blockchain, de l'euro numérique. Elles sont juste là pour faire de l'argent. Exactement. Voilà. Ouais. Et Visa et Mastercard, c'est des initiatives du système bancaire qui sont aussi là pour faire de l'argent. Donc, qui s'adaptent avec leur temps et la logique de la Ouais, il n'y a pas blockchain du tout fait l'aspect totalement politique, comme tu sens. l'as dit, à la différence des banques centrales. Tu as raison de préciser, c'est vrai qu'on C'est met ça. toujours les banques dans le même paquet, mais il y a différents acteurs qui n'ont pas les mêmes incentives du tout. Tu as raison, c'est très important de préciser ça. Bien sûr, parce que quand on commençait à vraiment s'intéresser aux cryptos, tu vois, 2007, 2018, 2019, oui, les banques commerciales bloquaient. Mais pas Ouais, pour le plaisir de bloquer, elles bloquaient parce qu'elles avaient le couteau sous la gorge, justement, de la banque centrale et des politiques qui les poussaient à exact. bloquer. Mm. Mais en réalité, elles n'avaient pas spécialement de parti pris pour ou Non. contre les crypto-monnaies. Ouais, Voilà. tout à Donc fait. pour revenir sur Tempo,
on est quand même sur une boîte qui va bosser avec du Anthropic, donc l'IA de Microsoft, hein, pour ceux qui connaissent Cloud, l'IA c'est Anthropic. On a la Deutsche Bank, bon, Coupang je connais pas, Doroda je connais pas, Nubank, OpenAI, voilà, la boîte derrière ChatGPT, et WorldCoin d'ailleurs. Revolut, qui est une banque en ligne qui a absolument tout baisé, ils sont trop forts. Shopify pour le paiement en ligne, Visa et d'autres. L'idée, c'est toujours de se dire que oui, Ethereum va aller plus vite, va baisser en latence, va continuer de se sécuriser, d'être adopté, etc. Mais il sera toujours, en tout cas pendant un très long moment, en décalage avec les besoins de la finance traditionnelle, en tout cas pour du paiement, pour du micro-paiement, pour des paiements transfrontaliers, etc. Parce que, regardez, hein, actuellement, si on prend le Layer 1 Ethereum, j'attends que ça charge. Voilà, vous voyez, les frais de swap, on est toujours à 2 $, les frais de transaction, on est toujours à 15 centimes, etc. Donc c'est très cher. Quand vous commencez à faire partir beaucoup de paiements, ça devient vite très cher. En plus du fait que ce soit très cher, c'est tout le temps en train de baisser, augmenter. Donc c'est difficile de faire un business si tu as des frais qui évoluent constamment. Tu annonces quoi à tes clients en B2B? C'est juste pas possible. Donc du coup, bah, Ethereum n'est pas adapté pour ça. Donc là, vous allez me dire, oui, mais il y a les Layer 2. Le problème des Layer 2, c'est que c'est complexe. Il peut y avoir des bugs. On l'a vu, hein, Starknet tombé en panne. On a eu quoi qui est tombé en panne? Linéa qui est tombé en panne récemment. Il y a plein de trucs qui sont tombés en panne. Donc en fait, il y a plein de red flags à court, moyen terme pour les entreprises. C'est juste pas possible. Donc les entreprises, elles veulent faire confiance à une boîte. S'il n'y a pas la décentralisation, etc., on s'en bat les couilles. Il faut juste que la boîte, elle dise, mon produit, il fonctionne. Tu lis la doc, tu te branches, ça marche. Basta. Blockchain ou pas blockchain, il s'en tape en fait. Et c'est là la position de Tempo. Donc Tempo n'a pas prévu d'avoir de jetons. Ça va être en fait tout simplement une boîte à outils sur blockchain by Stripe pour faire du biz. Ouais. C'est marrant parce que ça, cette tendance, elle a déjà existé dans le passé. Hein. Même Consensus a voulu se passer dessus, hein, mais ils étaient trop early. En fait, il y a vraiment un acte manqué pour Consensus parce que pour le coup, pour être honnête, ils étaient précurseurs sur beaucoup de choses. Donc ça, c'était à l'époque où moi j'y étais, etc. Sur le côté, exactement, Hyperledger et tout, c'était exactement ça. À l'époque même avec JP Morgan, hein, Quorum, qui a été racheté par Consensus, c'était littéralement avec JP Morgan. Hein. Donc, ils étaient déjà très avancés sur le truc bancaire, blockchain permissionné et tout. C'est juste que c'était trop tôt avant l'heure et qu'après, ils ont pivoté comme tout le monde sur la roadmap roll-up centrique. Et là, on revient en cercle et on revient sur cette tendance des forks EVM L1 permissionnés. Ouais. Donc, Ouais. on fait que tourner en rond finalement, c'est assez marrant. Bon, là, cette fois, c'est bien plus. Il y a plus d'adoption, c'est des acteurs encore plus forts, plus gros, avec plus de partenariats. Donc, peut-être que cette fois, ça va aboutir, on verra. Maintenant, la question sur l'impact d'Ethereum, c'est intéressant. Toi, qu'est-ce que tu en penses, l'impact pour Ethereum et sur l'impact sur la perception de la narrative des L2 tu comprends les raisons des entreprises de ne pas choisir un L2 de ce que je Alors déjà, très simple, pour moi, en l'état, les L2, c'est un peu un échec. D'accord. Pour le moment. Ok. Pour dire à terme, ce sera très bien. À terme, ce sera très bien quand on va réussir à fluidifier l'expérience utilisateur. Ou en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu utilises Ethereum. En backstage, ça utilise les deux, comme des shards en fait. Ah, mais il y a une attention, shard. ouais, non, mais attention, là, je pose la question dans le cas spécifique d'une boîte qui veut monter. Là, c'est dans ton cas en mode expérience utilisateur globale Ethereum, qui puisse faire des trucs. Voilà, c'est pas la même chose. Une boîte, elle veut que ça fonctionne avec des coûts qu'elle peut prévoir à l'avance pour monter un business. Et elle veut que et aussi elle veut être dans un environnement sécurisé. Et le truc, c'est que ils disent compatible VM, mais j'imagine que Tempo ne proposera pas que Solidity. J'imagine qu'ils vont proposer du Rust, du JavaScript. Parce que tu penses qu'ils ont une envie d'avoir un Python, écosystème de gens qui buildent des applications sur leur truc? Je suis pas sûr, hein. Ils s'en foutent peut-être. Hein. Moi, je pense qu'ils veulent avoir à la fois les développeurs Ethereum et en même temps des gens classicaux. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Ah d'accord. Moi, je pense qu'ils veulent les deux. Ouais, bien sûr. Ah ouais, non, mais moi je pensais même qu'ils voulaient même pas que les gens déploient des smart contracts sur leur truc. Je me disais même qu'ils vont verrouiller ça et qu'il n'y aura même pas possibilité de déployer sur leur truc. Mais je sais pas, hein, peut-être que tu as raison et qu'ils veulent des. Ah, ils veulent des apps? Ok. En tout cas, je pense à Google Web 3, tu vois. Quand tu vas sur Google Web 3, il est aussi question de smart contract. Hein. Monnaie programmable, smart contract. Après, si tu veux appeler ça smart contract ou pas, c'est juste de la programmation en fait. Hein.
Ouais, non, mais Voilà, tu regarde. penses pas qu'ils vont verrouiller la possibilité de déployer sur leur truc? C'est ça que je me demande, en fait. Je pense qu'ils Bah, vont s'ils pas se laisser. disent compatible EVM, c'est bien pour profiter Ouais, j'imagine. C'est des vrai que smart contracts. il y aurait aucun intérêt à mentionner, peut-être. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a une différence. Peut-être que eux, ils veulent faire des smart contracts sur leur truc, mais je me demande sur le côté permissionless pour que les gens déploient sur leur chaîne. C'est ça que je te Ah demande. ouais, ah ça je sais pas. Bon, je pense que Ouais. si quand même. Ah ouais? Ils ont un intérêt de faire ça? Ouais, Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. je Ouais. pense que si, ouais. Ouais, ok. Donc toi, tu dis, ouais, c'est intéressant. Bah, je pense que tu présentes des arguments qui sont valides. À l'heure actuelle, aujourd'hui, oui, il y a un peu plus de risque à utiliser un L2. Je pense qu'ils n'ont pas été honnêtes pour le coup, et c'est pour ça qu'ils ont pris un backlash de la communauté Ethereum, c'est qu'ils n'ont pas été honnêtes sur les raisons. Parce que malgré ce que tu Hmm. dis, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, il y a largement des stacks L2 qui auraient fait le taf. Bon, bah, je prêche pour ma paroisse, mais admettons que tu veux de l'EVM, bon, ok, tu disqualifies Starknet et tu prends à la limite de l'OpiStack, etc. Ouais. Mais le seul argument potentiel qu'ils ont un peu avancé, c'est la finalité. Et il est vrai que peut-être la finalité est problématique dans ce cas-là, mais encore que, je suis même pas sûr en vrai. Hein. Ouais, à voir. Mais ok, je comprends ton point de vue. Tu penses qu'ils sont pas assez matures, trop fragmentés et que trop de risques pour un business parce que c'est pas assez en envergure. Bah, en l'état, Ethereum qui propose toujours que entre 250 et 400 transactions par seconde, c'est pas suffisant quand tu veux faire un business à grande échelle. Je pense que Stripe il processe beaucoup plus de paiements que ça, surtout pour les ambitions qu'ils ont. Tu vois. Ouais, bah Donc, après là c'est capé donc par la demande, c'est pas la capacité, mais oui. ouais, non, mais il faut, en gardant la main, il fixe les frais, Oui, il fixe les performances, il fixe ce qui est possible de faire, ce qui est possible de ne pas faire, ouais, et c'est vrai. ils ne dépendent pas de l'humeur d'un Vitalik ou d'un Ouais. consensus ou d'un machin qui va Ah, pousser des hard forks. c'est un argument valide. Tu as la souveraineté totale de ton produit. Ouais, ouais, non, c'est un argument totalement valide. Et autre chose, quand tu fais de la pub pour Tempo, tu fais de la pub pour toi. Quand tu fais de la pub pour un L2, en fait, tu fais de la pub indirectement à tes concurrents. Et Exactement. ça, c'est pas Donc, possible. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ok, donc globalement, Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je peux comprendre le truc. Je pense que l'impact pour Ethereum n'est pas forcément giga grand en vrai. Enfin, c'est pas quelque chose qui détruit la promesse d'Ethereum. Après, il est vrai qu'il y avait beaucoup d'Ethereum Maxi qui étaient en train de pusher le côté TradFi sur Ethereum. Et ça en prend un peu un coup pour le ouais, coup. mais il y aura, mais pas pour les mêmes usages, c'est tout. Ouais, Ça se résume à ça. ouais, toi tu Attendez, penses je que ça va être vérifie. plutôt le côté. Bah non, les perps, j'allais dire. Bah non, parce que quand tu vois Hyperliquid qui est en train de grailler le game des perps. Alors quel genre d'usage tu vois alors pour Ethereum? C'est intéressant du coup si on dit ça. Si on dit que les acteurs du paiement ils s'orientent vers des trucs custom, L1, et que même les Non, mais de toute perps c'est façon, plus. regarde. Et Ethereum, ils ont la DeFi, ils ont du Ethena, du Pendle, du Ouais, AAV, ils ok. ont tout Ce ça. genre de différence. Ouais, ok. Voilà. Après, on l'a vu du côté des stables, on a plein de trucs qui sortent, du Plasma, du Arc, du machin, parce qu'ils veulent avoir un peu plus la main sur leur truc. Mais voilà, c'est des choses. Plasma, je pense qu'ils vont tirer un peu leur épingle du jeu, mais c'est des choses, pour moi, ça va durer quelques années, et puis il y a un nouveau truc qui va sortir, et puis tout ça, ça va partir à la cave, comme d'hab, en fait, comme d'hab. Ouais, exactement. Comme on a dit, Alors, ça revient en cercle, hein. On a déjà vu, on a déjà vu ce film, j'ai envie de dire. ouais. Alors qu'Ethereum, tu as un network effect qui grandit, grandit, grandit tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ok, C'est intéressant. juste qu'Ethereum, pour le moment, n'est Et pas pas prêt. taillé sur Hmm. mesure pour proposer le Binance sur la blockchain. C'est pour ça qu'Hyperliquid a pu se passer. Pour pouvoir émettre des meme coins à fond la caisse comme Solana, parce que Solana c'est moins cher, c'est plus rapide, donc Solana a pu se placer. Et là, bah, quand il est question des paiements transfrontaliers, de pouvoir bridger, faire des conversions de devises, etc., bah, tu as besoin d'un truc qui pulse plus fort. Donc à terme, Ethereum sera capable, mais sera capable dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ok. Et donc d'ici là, bah, il y a d'autres acteurs qui vont se placer, hein, tout simplement. Tu connais Plasma un peu ou pas du tout? Ah, vite fait, ouais. Ouais, enfin, oui, je sais, ouais, c'était lié avec Tether et compagnie, mais j'ai pas trop suivi exactement Ouais, le fond du. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un L1. Je sais plus ce qu'ils Ouais. utilisent comme consensus. Bah, c'est un peu comme Hyperliquid. Tu sais, ils ont repris D'accord. le, en gros, ils ont customisé Hot Stuff, le truc qui a été développé Ah oui. par Libra Diem, Libra, ouais. pour avoir un consensus sympa. Ils plug de l'EVM dessus. C'est soutenu financièrement par Tether, mais c'est pas la blockchain de Tether. Donc c'est pour ça que je te dis, à tout moment, il y a un nouveau truc qui sort et Tether a dit, bon, Ouais, bah, c'est plus Pasma, c'est le prochain. Ils s'en ouais, c'est battent les vrai. couilles, hein, de toute façon. Hein. Et la valo est dingue par contre. Hein. La valo est complètement dingue. Hein. Bah ouais, mais comme il y a plusieurs 250 milliards de milliards. dollars de stablecoin Oui, qui. oui. Ouais, mais 250 milliards, c'est la capitalisation de Tether. Non, c'est 170 milliards, pardon. Tether, on est à Ouais, 170 ouais, milliards. d'accord. Mais Et c'est quoi pour les ce qui 250 est milliards alors? Et il n'y a pas de 250 milliards de dollars. Bah Attends, si. c'est la capitalisation totale de tous les stablecoins.
250 Ah 000. pardon, d'accord, ok, ok, ok. Il n'y a pas de souci. Et XPL, voilà. Et la capitalisation, sinon, je crois qu'elle va être de l'ordre de 8 milliards, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 8 milliards D'accord, actuellement en pré-market. ok. Voilà. 8 Donc, milliards quand même, ouais, ok. ouais, bien sûr. Parce que je Mm. pense, tu vois, regarde, tu vas sur le site de Tether, tu vois qu'il y a quasiment 170 milliards de dollars de Tether émis. Ensuite, où est-ce qu'il y a du Tether? Bah, sur Ethereum, donc ça craint rien. Ensuite, il y en a beaucoup sur Tron. Alors, Tron, ils sont bien sympas, mais je pense qu'en fait, ils vont leur dire, bon, bah, tu as déjà tes dizaines de milliards de dollars d'USDT, tu as de quoi bouffer, mais on va aller émettre de l'USDT ailleurs. Donc après, tu vois, tu en as un tout petit peu sur Solana, un tout petit peu sur Aptos et sur Ton et sur Avalanche. Et après, il n'y a plus Ouais, rien. Donc, ouais, tu vas avoir Plasma qui va arriver avec 1 ou 2 milliards à la sortie. Et puis, ouais. je pense qu'ils vont le faire monter à 3, 4 milliards, histoire qu'il passe top 3 derrière Tron. Et après, ils D'accord. vont dire aux exchanges, bah, mettez Plasma. Et puis, potentiellement, Tron, ils vont être obligés de faire les choses de leur côté. Donc, c'est pour ça que Justin Sun, il se tourne vers d'autres stablecoins. Alors, je ne sais pas si tu regardes beaucoup le marché des stablecoins, Non, pas mais ça a vraiment. beaucoup bougé ces derniers temps. Mm. Il y En a gros, Elena tu qui est as le chaud, hein, c'est stablecoin ça. Ouais. d'Ethena, ouais. Mm. Ils ont deux Mm. stablecoins d'ailleurs, Ethena, je ne sais pas si tu savais. Ils Ah ont ce bon? Non, je sais pas. stablecoin-là qui s'appelle l'USDE, c'est un stablecoin synthétique où en gros tu déposes des BTC, des Ethers et des Ethers stakés et on te rend des USDE. Donc c'est backé par Ok. des crypto-monnaies, c'est pas backé Comme par DAI. des bons du Comme, comme, trésor ou comme le comme DAI. voilà, Mm. comme le DAI historiquement. Et ensuite tu as l'USDTB qui lui est backé par des bons du trésor et c'est aussi une Ah, initiative d'Ethena. d'accord. Et du coup, ça fait que si jamais l'USDE, qui est un stablecoin synthétique, qui commence à dévisser un peu en mode Terra Luna, et ben eux, ils vont pouvoir le soutenir avec l'USDTB, qui lui est backé par des Par le choses du monde TB. réel. Mm, mm, mm. Ok, Voilà. C'est là intéressant. où Ethena, en fait, Ethena a vachement appris des erreurs de Terra Luna. Ouais, d'accord. Ils sont pas sur le même business, mais c'est un stablecoin synthétique. Et quand c'est sorti, ça a fait peur à pas mal de monde. Mais nos amis de Voilà. Usual ont un peu le même modèle d'ailleurs, non? Je sais plus exactement comment c'est Mint Usual, mais D'accord. ouais, je sais plus. Mais tu vois, Et je crois il qu'il y y a une a un partie aussi avec demi-milliard. les T-bills, mais je suis plus sûr. Ouais, ok. D'accord, d'accord. Mm. Oui, il y a une partie que les Télévisions. Ouais, Mais ok, ok. il y a eu surtout une grosse perte de buzz depuis Ouais, le ouais, coup de ouais, ils ont, Trafalgar. Le coup de il y a eu, Trafalgar. ouais, Bon, ils ont pris la vague de passons. chaleur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mérité. Ensuite, USD1, je sais pas si tu connais. C'est qui est derrière ça? Alors, Trump, Ah, c'est de World Liberty Finance, ça? c'est ça. Ah, d'accord. Ok. C'est le stablecoin de World Liberty Finance. Et en gros, tu vois, tu as 2,6 milliards. Tu as 2 milliards qui ont été mintés dans un deal entre Binance et les Émirats Arabes Unis parce que les États-Unis font là le business Ouais, avec les Émirats. Et après, tu as quelques centaines de millions supplémentaires qui ont été mintés d'accord. sur d'autres blockchains pour d'autres trucs. Et en gros, ils veulent avoir leur stablecoin aussi. Et là, je pense que sur ce terrain-là, bah, Tron notamment, ils vont se placer, hein, en toute logique. Ouais, Je pense, après, je peux me tromper, mais ouais. quand tu fais World D'ailleurs, il Liberty s'est fait débloquer, Finance, Justin, ou pas? je crois pas. Ah ouais. Mais je pense que c'est du cinéma. Ah Je pense ouais? que c'est Tu du penses que cinéma. c'est Ouais. orchestré? Il y a moyen. Ouais. Pour moi, tu vois, j'ai dans mon élan de chapeau d'alu, la politique c'est un théâtre. Tu vois, par exemple Zelensky qui se fait humilier Ouais. par Trump, Trump qui rencontre Poutine, qui rencontre Xi, qui rencontre Mm. Macron. Des fois ils s'envoient des pics, des fois ils se font des bisous. Pour moi, Ouais. c'est full théâtre. C'est Trump et full Elon théâtre. aussi. Un coup, ils sont Trump est avec Elon Ouais, ouais, Musk. ouais. Pour moi, c'est full théâtre. Ouais. Voilà. Je suis pas loin de penser pareil, pour être honnête. Ouais. Voilà, c'est que les gens, il faut qu'ils s'intéressent à la politique, il faut qu'ils se sentent impliqués, il faut qu'ils rentrent dans l'armée, qu'ils fassent la guerre, qu'ils machin, qu'ils soient à fond dans le truc. Et pour qu'ils soient à fond dans le truc, en fait, il faut leur donner des choses. Il faut qu'il se passe des Ouais. choses. Sinon, les gens, Et ils se d'ailleurs, désintéressent. c'est marrant que tu dis ça. Bon, on diverge un peu, mais c'est intéressant. Toi qui es beaucoup dans tout ce qui est théorie du complot, etc. Et justement, littéralement, je parlais avec un de mes collègues de Starkware, et on se disait un truc qui est marrant et que moi j'ai vécu récemment, c'est que quand tu es de l'autre côté de la théorie du complot, tu te dis, mais en fait, ça se trouve, c'est souvent bullshit les théories du complot. Dans le sens où, nous, on a des théories du complot de ouf, des fois, hein, notamment de la part des Mm. bitcoiners. Ils nous accusent de trucs de malades. Que tu n'as même pas idée des fois. Et en fait, on se disait avec mon collègue, mais putain, mais on aimerait tellement avoir ce pouvoir et cette influence, alors qu'en fait, pas du tout, littéralement. Tu vois. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Et qu'on se fasse Mhm. accuser de ce truc-là, et je me dis, mais en fait, les gens peuvent penser ça de nous, alors que absolument pas. Et on aimerait bien avoir ce genre d'influence et tout, alors qu'on n'est pas du tout.
Et je me dis, en fait, ça se trouve, nous aussi, des fois, on a cette perception sur des trucs qui nous dépassent et qu'on interprète les choses. Complètement. Il y a quelqu'un qui a Voilà. posé trois fois la même question, donc je vais peut-être lui répondre. Ouais, c'est parti. On termine Est-ce la que je peux donner parenthèse. mon avis sur Boundless Risk Zero par rapport à Starknet? Ouais, Boundless, du coup, Risk Zero, donc ils travaillent aussi sur des solutions ZK. Eux, ils ont pris une orientation spéciale. Ils ne buildent pas un roll-up ou un layer 2. Ils buildent un réseau de provers, comme Succinct l'a fait avec SP1. Donc, eux, leur marché, c'est le marché du proving. Donc, ils mettent un C'est service, ça. un layer. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, Celestia, ils se spécialisent dans la data. Eux, ils se spécialisent dans le marché du proving. Donc, vous allez utiliser leur système pour prouver. Donc, leurs clients sont potentiellement des roll-ups, sont potentiellement des app chains. N'importe qui aurait besoin de prouver des choses. Pour la petite info, pour la petite histoire, nous, ça fait très longtemps qu'on se pose la question. Hein. Il est tellement naturel pour Starkware de taper ce marché, ce sont notre expertise, etc. En vrai, il est encore plus naturel de nous de se focaliser là-dessus plutôt que la partie blockchain pure et dure, puisque c'est littéralement l'ADN de Starkware, c'est la partie pure ZK hardcore. Mais pourquoi on ne l'a jamais fait vraiment à fond, c'est que la demande du marché n'est pas claire par rapport à ça. Ça reste encore un pari de se dire, te positionner vraiment que sur la partie marché du proving, etc. Mais voilà, nous, c'est quelque chose que naturellement, au cours des années, on a presque fait en interne de toute façon. Par exemple, Sharp, notre infrastructure de proving, c'est littéralement ça. Elle est utilisée par StarkEx, elle est utilisée par Starknet, par nos AppChain, etc. Et ça remplit exactement ces fonctions-là. C'est juste que nous, on n'a pas, voilà, pour l'instant, adressé ce marché parce que la demande n'est pas claire. Mais éventuellement, c'est quelque chose que Starkware pourrait faire dans le futur. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. On a littéralement le meilleur prover au monde. Donc, on pourrait le faire si on voulait. Mais voilà, eux, ils se placent sur ce créneau-là. Donc, ce n'est pas vraiment un compétiteur par rapport à DL2. DL2, c'est un compétiteur, effectivement, de Succinct, SP1, que Capet est en train de montrer à l'écran. Ouais. Donc voilà, pour ReZero, très sérieux. Moi, pour être honnête, hein, je vous dis, moi, je suis no bullshit, je préfère largement ReZero que SP1. Je les trouve beaucoup plus sérieux, professionnel, honnête. SP1 a tendance à être un peu trop bullshit marketing, overhype et un peu prendre des raccourcis qui des fois sont dangereux en termes de sécurité. Ils aident Et un voilà. token à sortir. Hein. Ouais. Ça se résume un peu à ça, hein, de toute façon, cet écosystème. Donc, voilà. Mm. Du coup, parle-nous un petit peu de Starknet. On a eu la mise à jour Starknet Grinta Grinta, qui est, exactement. Ouais. qui est Alors, sortie. question, si je fais la question maintenant, les gens ne savent pas en général. Tu sais ce que c'est la Grinta, le concept de Grinta, ça te parle? Ah, ok, c'est marrant du coup. Il y a beaucoup moins de gens qui sont familiers avec ce concept. Alors, je parlais du concept parce que c'est marrant parce que le nom de la version Starknet, c'est moi un peu qu'il a instauré avec ce concept de Grinta que j'ai voulu instaurer dans l'écosystème Starknet. Le concept de Grinta, donc Grinta, c'est un mot italien qui, si tu essaies de traduire, c'est un peu la détermination. Le mot français le plus proche, c'est un peu de détermination. Mais c'est un concept qui est devenu un peu plus populaire et utilisé dans le monde du foot. Les gens, quand ils disent à un footballeur qu'il a la grinta, c'est un mec qui va littéralement mourir sur le terrain. Il peut aller se transcender, par exemple, s'il a une blessure, etc. Il a la grinta, il va y aller. Tu vois, ça te parle un peu plus du coup maintenant, quand je t'explique comme ça. Voilà. Donc la grinta, ouais, exactement. La combativité, ouais, exactement. La résolution. Ah bah, football, voilà, tu vois, c'est souvent utilisé dans le contexte footballistique. Un joueur qui a la grinta, c'est voilà, un mec qui va mourir sur le terrain, il va déplacer ses blessures pour se transcender. Et moi, je disais, l'écosystème Starknet, c'est sûr, on traverse une période difficile, on va pas se mentir. On a la meilleure tech, tout le monde le sait, mais c'est frustrant parce que ça se traduit pas nécessairement en adoption et en succès, suivant les métriques que vous utilisez pour définir ce qu'est un succès. Du coup, je voulais un peu réveiller les troupes, booster les gens, que ce soit les builders sur l'écosystème, les users. Donc, j'ai un petit peu instauré ce concept de Grinta progressivement. Des gens qui construisent des applications sur Starknet et qui ont vraiment adopté la Grinta, qui ont changé complètement leur mindset. C'est-à-dire qu'ils buildaient des applications, mais un peu dans l'ombre. Je leur ai parlé, je leur ai dit, les gars, allez faire des interviews des users, allez chercher des gens, allez faire ci, faire ça, faire ça. Et ils ont adopté le concept de Grinta de plus en plus, et après, c'est devenu un mème. Du coup, c'est devenu le nom de cette version. C'était une version massive qui a été incroyablement riche en émotions. Ça a été un ascenseur émotionnel de ouf pour nous, parce que c'était à la fois un achievement massif. C'était une première dans l'histoire, littéralement. Et en même temps, ça a été accompagné de gros challenges, y compris le downtime, la panne de Starknet que tu as mentionné précédemment. Je vais essayer de résumer les points forts de ce que contenait cette version et aussi pourquoi c'était une prouesse et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé.
Le truc majeur, pour commencer, c'est la décentralisation des séquenceurs. Absolument tous les L2 là aujourd'hui sont centralisés, ils n'ont qu'un seul séquenceur, etc. On est les premiers qui font un premier pas dans cette décentralisation de manière réelle. Donc là, maintenant, aujourd'hui, StarkNet tourne avec 3 séquenceurs et utilise un consensus, donc le fameux consensus qui est basé sur Tendermint, voilà, Malachite et notre version à nous. Donc aujourd'hui, StarkNet est décentralisé. Avec un petit set de séquenceurs, on n'en a que 3 évidemment, vous pouvez dire ouais, ça reste centralisé. On voulait le faire graduellement. Donc là, l'infrastructure décentralisée avec le consensus, elle marche. Donc bientôt, dans les futures étapes, on va décentraliser. On a à peu près, je crois, 84 validateurs qui sont dans les stand-by qui pourront potentiellement devenir des séquenceurs. Donc ça, c'est pas un problème. Avoir la demande des gens qui veulent revenir séquenceur, on l'a. On y va juste graduellement. Donc c'était une prouesse, on ne premier pas qu'on passe d'un système, un ZK Rollup centralisé à un ZK Rollup décentralisé. Mais en plus de ça, bon, peut-être qu'on a été trop gourmand rétrospectivement, on a ajouté en même temps un mempool, un fee market à la 1559, EIP 1559, pardon, et Paymaster au niveau du protocole. Donc, on avait déjà Paymaster au niveau externe au protocole. Paymaster, c'est la capacité de payer avec n'importe quel token, etc. Les gas fees. Donc voilà, c'était un gros upgrade, réduction massive aussi du block time, etc. Donc là, maintenant, on a des blocs. Préconfirmation, oui, pardon, j'ai oublié le gros truc au terme de UX qui est super important, c'est l'introduction des préconfirmations de 500 millisecondes. Donc là, maintenant, vous avez un niveau intéressant au niveau des apps, au niveau réactivité. Vous avez des préconfs à 500 millisecondes et un block time qui a été considérablement réduit. Il peut varier entre 1,5 secondes et 6 secondes. Dans le pire des cas, quand il n'y a pas. En gros, c'est dépendant du trafic. Quand il n'y a pas beaucoup de trafic, ça peut aller jusqu'à 6 secondes. Parce que tu te rappelles toujours, hein, c'est pas trop intéressant d'avoir des blocs trop courts s'il n'y a pas assez d'activité. Mais dans un monde où il y a beaucoup d'activités et tout, on peut avoir des blocs de 1,5 secondes et des précomptes à 500 millisecondes et plus décentralisation même pour les fee market. Donc c'était un upgrade massif et c'est accompagné de son lot de difficultés qui a été. On va publier un post-mortem. Je crois que le post-mortem il est demain. Vous verrez dans le post-mortem qu'on n'a vraiment pas eu de chance aussi en termes de timing. On a eu des problèmes. C'était le même jour d'ailleurs où Red aussi a eu un downtime. Je ne sais pas si tu avais vu Red, ils ont eu un problème récemment aussi sur RETH, ouais, j'ai vu. Ouais, voilà, c'était le même jour et on Un pense petit qu'il peut y bug. avoir des liens. Ouais. Il y avait des problèmes au niveau des RPC providers qu'on utilisait sur le L1. Il y avait des problèmes autour d'un edge case, donc un edge case, je vais traduire en français. Un cas spécifique qui n'avait pas été révélé sur les testnets au niveau de la décentralisation des séquenceurs, qui a fait qu'ils ont une vision divergente de la blockchain Ethereum. Et ils ne sont pas mis d'accord. Du coup, ce qui est intéressant, par contre, il y a eu un downtime et 2 reorgs, donc c'est vraiment pas bien. Hein, je ne veux pas faire le mec, ouais, c'est rien. Non, c'est grave. Ça pue et on apprend humblement de ça. Mais du coup, ce qui est intéressant quand même malgré tout, je tiens à signaler une grosse différence par exemple avec Solana ou des systèmes comme ça, le fait qu'on a toujours un filet de secours avec la partie prover. Parce que là, on a eu un cas où on a une divergence des séquenceurs, mais en aucun cas, ça aurait pu résulter sur un truc invalide au niveau du L1. Parce que c'était des choses qui ne pouvaient pas être prouvées. Donc c'est intéressant aussi que ça permet de montrer en action la couche de protection qu'apporte la partie Zero Knowledge Proof vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a eu 2 reorgs, une reorg de 1 heure et une reorg de 20 minutes. Et vous aurez le détail de exactement tout le déroulé des événements, les étapes qu'on a prises, les mitigations pour pas que ça se reproduise dans le futur. Le post-mortem doit arriver là demain ou après-demain, je crois, avec tout le détail. Ça marche. Mais voilà, malgré tout, moi, je considère que même si ça pue et ça fait chier, on a pris de ça humblement. Je pense qu'on peut être fier parce que c'est entre guillemets le prix à payer quand tu innoves et tu fais des choses que personne n'a fait avant. Tout le monde parle de décentralisation, nous on le fait vraiment en fait, si tu veux. Ouais, les clairement. gens comme Base et compagnie, tout le monde dit machin, ils n'ont aucune initiative à décentraliser. Unichain, on attend. Hein. Ouais, voilà, ils montrent aucun signe de vraiment le faire. Nous, non seulement on montre des signes, mais on le fait vraiment, quitte à en payer le prix. Donc voilà, c'est un peu le. Nous, on aime bien s'appeler des explorateurs parce que souvent Starkware, dans l'histoire, a tout le temps créé des choses, notamment des inventions littéralement comme les Stark et tout. Et Starkware a cette fameuse tendance et un gros track record de dire des choses. Au moment où on les dit, tout le monde dit ouais, non, ça ne marchera jamais, ou alors non, c'est de la merde. Et plusieurs années plus tard, ça devient le standard de l'industrie. Donc les Stark, c'est le premier exemple. Hein. Quand les Stark sont arrivés, Starkware pushait pour les Stark, l'Ethereum Foundation et l'ensemble de la communauté Ethereum disaient non, c'est les Snark. Pendant des années, ils ont été biaisés, les Snark et tout. Aujourd'hui, la référence de l'industrie, c'est les Stark.
tous nos compétiteurs aujourd'hui utilisent des Stark. Il y en a qui les wrap dans une snark, mais ils utilisent tous des Stark. Bref, il y a eu d'autres exemples comme ça, Validium, Volition, des trucs que Starkware a été un peu visionnaire là-dessus. Et donc pareil pour la décentralisation, pour moi c'est un autre exemple de dire ok les gars, non seulement nous on se tient à notre vision long terme, c'est pas du blabla, on le fait vraiment. Donc voilà, je pense que malgré tout on peut être fier de cette version, Grinta pour la résumer. Et qu'est-ce que je veux dire? Quand est-ce que vous allez avoir des jetons ERC20 pour nourrir un petit peu vos decks? Je pense à Avenue notamment, Ouais, pour créer de alors l'activité. il y a Layer Akira qui a fait beaucoup de travail dans ce sens. Et je crois qu'ils ont fait un site où ils référencent tous les tokens qu'ils ont ramenés. Mais je crois que sur les 4 derniers mois, ils ont ramené une dizaine de gros tokens sur Starknet via Hyperlane. Parce que maintenant, on a le bridge Hyperlane Ouais. sur Starknet. Donc, ils ont ramené tout ce qui est Matic, Sol et compagnie. J'ai plus la liste de tête, mais si vous allez sur Layer Akira, vous verrez l'ensemble des tokens qu'ils ont ramenés. Et maintenant, ils ont un système pour en rajouter de manière assez simple. Donc, vous pouvez vous attendre si vous êtes intéressé par ça. Moi, c'est pas mon délire, mais si vous voulez voir, ah voilà, il y a le tac, tac, Ouais, tac. mais il faut Ils que ont fait j'arrive une. à connecter un wallet, j'en ai pas, et le problème, c'est que du coup, je peux pas voir la liste. Ouais, ok, bah juste ici sur le tweet, ils en parlent. Ils ont leur campagne. Ah, bah il m'a encore éclaté ton C'est bot. pas grave. Euh, ils ont une campagne Akira, More Token, machin, etc. Où ils parlent de ça. Mais voilà, donc il y a ça. Ensuite, on a tout un travail sur la compatibilité au niveau EVM Wallet, pas forcément smart contract, mais pour que des gens puissent interagir avec Starknet via MetaMask et compagnie. Donc techniquement, c'est déjà le cas, par exemple, avec MetaMask, avec les snaps, mais c'est pas une intégration super seamless, super smooth. Donc là, on a ça qui va arriver. Normalement, on devrait avoir ça octobre, novembre maximum, je pense. Ok. Compatibilité avec certains wallets EVM. Donc voilà, donc là sur la partie jetons pur et dur, c'est plus des trucs de market making, bridge et compagnie. Donc ça, c'est pas nous qui travaillons là-dessus, mais voilà, j'ai cité Akira juste pour citer, parce qu'ils travaillent là-dessus. Ils utilisent le bridge Hyperline, Hyperline, il est connecté à 100 chain ou quelque chose comme ça. Et donc maintenant, il est compatible Starknet. Voilà pour les jetons Ok. ERC20. Mais du coup, ouais, Hyperlane, Bah, en gros, juste parce qu'il me reste un quart d'heure, il y a un truc que je voulais teaser entre gros vas-y, c'est guillemets. parti. C'est la Euh, BTCFI. ouais, exactement. BTC c'est quelque chose qui va être très très important pour Starknet. Je pense que les gens, on est entre nous, t'inquiète. Il dit, ouais, bien sûr, on est entre nous. Vous avez sans doute remarqué qu'on a un focus de plus en plus important sur Bitcoin de manière générale, etc. Donc là, dans les prochaines semaines, vous pouvez avoir un gros lot de nouvelles qui va arriver sur ce qu'on appelle BTCFi, donc c'est tout ce qui est la Bitcoin Finance de manière générale. Ouais. Et ça va être, je pense que ça va être intéressant parce que souvent on fait des annonces qui sont un peu martelées, morcelées par-ci par-là. Là, pour BTCFi, ça va être vraiment un assemblage de plein de choses en même temps. Et je pense des trucs qui peuvent être assez cool sur le côté Bitcoin Finance. Désolé, je suis juste dans le teasing sans trop en dire, mais ça va venir vite, donc vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui Bah, arrive dans les prochaines du semaines. coup, comment vous allez vous placer? C'est BitVM2, BitVM3? Parce que là, en gros, on a Plasma qui se Ouais. place Mm. et on a des initiatives comme Fiamma qui utilisent BitVM2 notamment, que j'ai Exactement. Ouais, couvert. putain, tu connais, hein, ok. Intéressant. Ouais, j'ai bossé avec Fiamma en fait, donc j'ai compris le Ah, principe d'avoir une confiance minimisée, où il faut au moins d'accord. un acteur honnête. Ah, ok, bah Euh, c'est bien. Tu as déjà bien les bases du design BitVM. Ok, cool. Là, BTCFi, ça dépend pas du tout de tout ça. La partie BitVM, c'est un peu plus loin dans le futur. C'est pas ce qui va arriver c'est pas ce dont je parle tout de suite. Donc là, ça va être la BTCFi sans la partie BitVM, c'est-à-dire de la BTCFi avec des wrapped Bitcoin assets, différentes flavors de wrapped Bitcoin. Mais c'est pas tant ça qui est important, c'est ce que tu peux faire avec sur Starknet qui va être intéressant. Voilà. Alors, je m'arrête là, mais c'est pour une fois, c'est pas un upgrade technique. Là, donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être produit, business, liquidité, ce genre de sujet. Voilà. C'est pour ça que c'est d'accord. aussi intéressant. Je te le précise parce que souvent, tu nous as critiqué là-dessus, à juste titre, hein, je l'entends, d'être côté trop tech et tout. Là, BTCFi, pour le coup, c'est entre guillemets tout sauf tech. Il y a une partie tech, mais elle est minime, c'est pas ça qui va être important. La partie tech, Bitcoin, BTM, c'est en cours. Hein. Je pense que tu as potentiellement vu un tweet d'Eli à ce sujet hier avec quelqu'un à New York. Mais ouais, c'est en cours, mais c'est pas ce dont je parle tout de suite qui arrive dans les semaines qui arrivent. D'accord. Donc Ouais. BTCFi à faire à suivre sur Starknet, ça arrive dans les prochaines semaines. Voilà. Très bien. Et pour ce qui est de Kero Native qui traîne, parce que ça devait sortir en début d'année, ça en est où?
Ouais, Kero Native, alors figure-toi que c'est live, mais sur un set de contrats particulier. Donc là, il y a Extended, par D'accord, exemple, qui utilise Kero Native. Ouais, donc un gros d'accord. truc. OK, Ouais. OK. Extended Nous, on va peut-être qui bosser avec Paradex là, d'ailleurs. ah! Trop cool. Ah Mmh. et juste dernière chose, pour, finir parce que c'est pour le coup, on a parlé pas beaucoup de Starknet, et ce qui est bien, hein, moi j'ai kiffé, hein, d'étendre un peu sur d'autres sujets et tout. Juste je réponds un truc parce que et je m'attendais à ce que des gens disent, Dead Chain, Starknet c'est mort et tout. Il y a des gens qui l'ont dit, donc j'avais préparé, quelques éléments. Si tu me permets, je peux, partager mon Bien écran? sûr, bien sûr. Go. Justement, là, on a fait aussi une campagne récemment sur le mois de septembre. L'idée, justement, c'était un peu de chauffer les troupes avant BTC5. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on a une ascension assez fulgurante en vrai sur à peu près toutes les métriques. Si on regarde, je vous invite à regarder les dashboards de GrowThePie, les rapports de Nansen et compagnie. Mais en gros, que ce soit sur les fees de change, on est en train d'exploser. Là, vous avez le rapport détaillé de Nansen qui explique tous les ball moves qu'on a fait cette année et qui explique aussi la trend. Voilà, ce tweet-là résume bien assez la situation. Attends, je vais te l'envoyer, ça va être plus simple. Mmh. Elle résume bien, elle travaille à The Block. Du coup, ça l'a fait en indépendante, on n'a pas du tout contracté ou quoi. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Laisse-moi l'envoyer dans le Twitch. Je vais me faire kick probablement. Attends, mais tu le vois toi, du coup? Ouais, je le vois, je le remets, t'inquiète. Ah, d'accord. Et du coup, voilà, elle explique justement le mème de Starknet qui a 8 users, etc. Et elle explique justement toutes les métriques. Donc, on est maintenant le numéro 1 roll-up, ZK roll-up en active user, la plus grosse croissance de tous les ZK roll-up en wallet actif, plus grosse croissance en termes de fees, toutes blockchains confondues sur les 7 derniers jours en pourcentage. Une activité aussi qui a été multipliée par 6 sur les 30 derniers jours. Donc voilà, si tu vous montres l'image. Donc voilà, juste pour dire, non, Starknet n'est pas dead, pour être honnête, on a des très très bonnes metrics et une belle dynamique de croissance. Aussi, je vous invite à regarder, dernière chose que je partage et après j'arrête, si tu peux aller sur le lien que je viens d'envoyer, qui est Ouais, spécifiquement sur donc tu veux que je l'application. mette mon écran? Ouais, s'il te plaît. Sur l'application Pas de souci. Focus3, je vais vous montrer deux, trois Je stats qui sont assez. je vais remettre l'écran. Je Donc, prends la si main sur tu. l'écran. Voilà, donc voilà, par exemple, le nombre de utilisateurs mensuels actifs sur Focus3, vous voyez le deuxième, troisième graphe, ouais, le troisième du coup, mensuel, voilà. Vous voyez déjà la croissance, mais regardez les nombres. On parle de 150 000 utilisateurs actifs. Mmh. Et attention, hein, c'est pas des civils, hein, c'est des utilisateurs vérifiés avec leur téléphone. C'est une application qui a une vérification de téléphone et tout. Et descend un peu. Tu as aussi une stat qui est aussi intéressante. Si tu Focus ouais. Trip, pour les intéressés. Ouais. Pour le coup, Focus3, c'est une application que j'aime bien. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout d'éléments spéculatifs, il n'y a pas de DeFi et tout, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Du coup, c'est une Mmh. application lambda que tout le monde peut utiliser. Littéralement, c'est une application que je peux mettre dans les mains de mes enfants. Et c'est probablement là, c'est l'application crypto que je pourrais mettre dans les mains de mes enfants. Donc là, c'est le 687 000, c'est le nombre d'utilisateurs total qu'ils ont ramené sur Starknet via l'application. Et ce qui est intéressant avec Focus3, c'est que ces gens-là, la plupart, l'écrasante majorité même, hein, ils n'ont même pas conscience que Starknet est utilisé. Donc, on a vraiment Starknet qui est utilisé en infrastructure invisible par cette application. Donc, ça, c'est un exemple typique de montrer le pouvoir de la compte abstraction pour avoir une expérience Web 2 qui ressemble à du Web 2, mais qui utilise la blockchain derrière. Donc, non, en vrai, bien sûr, on n'a pas le succès de Base en termes d'adoption et tout, mais les métriques sont bonnes, la croissance est bonne, et on a aussi une croissance qui est organique. On n'a pas trop de vanity metrics en termes de trucs comme ça. Et on a des applications potentielles banger qui commencent à émerger. Donc, on a Focus3 qui est vraiment une consumer app à grande échelle, purement Web 2, qui se focalise sur les étudiants et aussi sur les Gen Z. Ils sont très forts sur TikTok et compagnie. Donc, ça, c'est aussi une gamme d'applications qui est intéressante et assez nouvelle. On a les perps qui sont on fire. Ouais, en effet, hein. En vrai, je vous invite à regarder les top metrics des perps. On a littéralement 3 perps du top 10 perps de toute la crypto qui sont buildés avec notre stack. Donc Paradex qui est une Starknet App Chain, Extended qui est sur le public Starknet et le troisième qui est sur StarkX qui s'appelle Edge. J'ai un doute. EdgeX. Edgix? Ah, c'est aussi un EdgeX. StarkX, Edgix? Eh ouais, mon gars, mais les gens ne savent pas. Je Hein. Mais sur la je savais narrative pas. perp, ouais, bah, la D'accord. narrative perp, en vrai, c'est presque nous qui l'avons installé avec du YDX. T'es en contact Dommage. avec Edgix? Ça Ouais, m'intéresserait ouais. si jamais. Ah, ok. Ouais, ouais. Donc, on a 3 perps du top 10 perps de toute la blockchain qui sont buildés avec notre stack. Un sur le public Starknet, un sur une app chain Starknet et un sur StarkX, l'ancêtre de Starknet.
Donc, ouais, les perps, ils sont on fire. Ils ont des bonnes Et métriques. Apex aussi, hein. Et Apex aussi, bah, tu vois, j'en oublie. Donc, on en a 4 du top 10, en fait. C'est pas encore des hyper liquides, mais voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, très très fort sur la partie perp avec notre stack. Honnêtement, elle est magique. Je vous invite à regarder l'interview du créateur de Extended, qui est un ancien de Revolut, hein, donc il sait de quoi il parle. Et il explique pourquoi il a choisi Starknet. Et vous verrez que si vous sortez de la bulle crypto, de la narrative, du network effect, vous verrez que bah ouais, Starknet est méga adapté pour des pertes. Et il explique très bien dans son interview avec Andy de The Rollup. Tu connais The Rollup, le média The Rollup? Ouais, bien sûr. Et il n'y a Ouais. pas moyen de dire aux copains de faire du buyback de Stark, là? Ah, ça n'aurait pas No de comment. sens. Ça n'aurait pas de sens. Non, je sais pas. No comment. Je peux pas me prononcer là-dessus. Mais ouais, la narrative Parce perte qu'ils c'est ont on leur fire. propre token, quoi. No comment. Ok. Désolé, je peux pas parler de ça. Mais ouais, perte très fort. Extended qui essaye, ils sont passés aujourd'hui numéro 1 TVL sur Starknet. Donc très très fort. Extended, voilà. C'est un beau produit, team très fort, ancien Revolut, donc très très cool. Avec le support des wallets EVM, donc ça c'est très très cool aussi. Donc ouais, non, Starknet n'est pas dead, les gars, attention. En vrai, bah, bien sûr, je presse pour ma paroisse et tout, et bien sûr, je suis biaisé, mais je suis méga confiant dans le sens. Alors, tu sais ce que je pense de Solana, etc., mais ça va te paraître bizarre, mais entre guillemets, j'ai l'impression que là, Starknet, on est au stade où, et après je l'espère potentiellement, au Solana, tout le monde pensait qu'ils étaient dead. Après, bon, ils étaient dead pour d'autres raisons, après le crash de FTX, etc. Mais où ils ont gardé un noyau de supporters hardcore, etc. Ils ont continué de push, et après ils ont fait un épique comeback que personne n'a vu venir. J'ai l'impression. Bah écoute, ça fait une belle émission. Et puis, bah, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à laisser un petit like. Merci beaucoup. Hardis qui arrive au dernier moment. Bah, tu vois, tu auras la rediff sur ma chaîne YouTube et sur mon Twitch. Ça fait plaisir de te voir, frérot. On est en début, Abdel, c'est ce qu'il a dit. Ouais, on est là, on on est va. les boomers, nous, on est indéboulonnables, on restera quand personne n'y croira encore, En plus, on ça a sera encore beaucoup là. parlé de BTC pour le coup. Et ben merci, Voilà. hein, Bah, Capet, merci vraiment, beaucoup. bah, beaucoup, 2 heures de grosse intensité, on a étendu sur plein de sujets, toujours très intéressant. Merci beaucoup, toujours un plaisir de venir chez toi. Ouais, plaisir partagé, frérot. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions avec Abdel et avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas sur twitch.tv/capetleray. À très vite. Ciao Salut, tout le monde. la paix sur vous.